existe des aspects de la psyché humaine qui demeurent profondément enfouis, non pas en raison d'une quelconque honte naturelle, mais parce qu'ils entrent en contradiction avec les récits collectifs que la société impose. Chez les femmes en particulier, cette dichotomie est frappante. Entre les attentes sociales, les discours appris et ce que leur monde intérieur exprime réellement. Dans les cercles publics, elles présentent une image conforme aux normes culturelles de respectabilité, de raison et de contrôle. Mais dans les sphères privées, dans l'intimité de leurs pensées, se manifestent des désirs, des intuitions, des imaginaires qui échappent à ce conditionnement. Ce décalage n'est pas un mensonge, mais une stratégie adaptative. Un moyen de survivre dans un monde où certaines vérités ne sont pas socialement acceptables. Cette tension entre la surface et la profondeur a été examinée par de nombreux penseurs, mais l'un des plus lucides fut sans doute Nicolas Machiavel. Dans Le Prince, il note que « les hommes jugent plus souvent par les yeux que par les mains, car tous peuvent voir, mais peu peuvent toucher ». Cette observation souligne que la perception publique est souvent un spectacle, tandis que la réalité réside dans l'expérience directe, souvent invisible. Appliquée aux dynamiques sociales modernes, cette idée révèle que ce que les individus disent vouloir, notamment dans les sphères de la séduction, du genre ou du pouvoir, est parfois très différent de ce qu'ils recherchent réellement dans leur comportement. Une illustration concrète de cette contradiction peut être observée dans le domaine culturel et médiatique. Par exemple, dans la littérature populaire destinée majoritairement aux femmes, certains récits rencontrent un succès phénoménal. Ces ouvrages, souvent qualifiés de fiction sentimentale ou d'évasion, ne correspondent pas toujours aux valeurs officiellement défendues par les lectrices. Pourtant, ils exercent un attrait massif, suggérant qu'ils répondent à des aspirations profondes que l'espace public ne permet pas toujours d'exprimer. Ce paradoxe n'indique pas une hypocrisie, mais une complexité. Les femmes, comme les hommes, vivent dans une tension permanente entre le rôle social qu'elles doivent jouer et la vérité émotionnelle qui les anime. Ce phénomène n'est pas marginal. Il est documenté dans les statistiques de consommation culturelle, les études comportementales et les analyses littéraires. Les récits fictionnels les plus populaires s'articulent souvent autour de dynamiques de pouvoir, d'ambiguïté morale ou d'archétypes mythologiques profondément ancrés. Un exemple emblématique est l'histoire de « La Belle et la Bête ». Ce conte de fées, transmis depuis des générations, met en scène une jeune femme attirée par une créature redoutable, non malgré son apparence monstrueuse, mais précisément à cause de ce qu'elle symbolise. Une force brute, non civilisée, qui se transforme en prince, non pas parce qu'elle l'a changé, mais parce qu'elle l'a aimé tel qu'il était d'abord. Ce schéma narratif, bien que simplifié, révèle un archétype psychologique, le désir de transformation mutuelle à travers l'acceptation de l'altérité. Il serait toutefois simpliste de conclure que ce genre de récit révèle une vérité univoque sur la nature féminine. Ce qu'il montre, en réalité, c'est la richesse de l'imaginaire symbolique et l'importance de distinguer les niveaux de lecture, le mythe, la métaphore, le fantasme et la réalité sociale. Une société qui interdit l'expression de certains désirs produit inévitablement des canaux détournés pour leur manifestation. Littérature, art, fiction, humour ou introspection. Loin de condamner cela, il conviendrait plutôt de le comprendre comme un besoin humain fondamental d'explorer toutes les dimensions de soi, y compris celles qui sont en désaccord avec le discours dominant. C'est là qu'intervient le rôle essentiel de l'intelligence émotionnelle et de la nuance dans les relations humaines. Si l'on veut établir des liens authentiques, il est nécessaire d'accepter que chaque personne porte en elle plusieurs facettes. La femme publique, celle que l'on voit, que l'on entend, qui s'exprime dans les médias ou dans les institutions, n'est pas moins sincère que la femme privée, celle qui rêve, imagine et ressent dans le silence. Les deux sont réels et les deux coexistent. La difficulté réside dans le fait que ces deux dimensions ne s'expriment pas dans les mêmes contextes et parfois même dans des langages opposés. La société moderne
tend à valoriser la transparence et la cohérence comme des vertus suprêmes. Mais cette quête de cohérence externe nie souvent la complexité humaine interne. En cherchant à faire correspondre parfaitement ce que l'on dit à ce que l'on pense, on oublie que la pensée elle-même est mouvante, contradictoire et évolutive. Les femmes ne sont ni propres ni sales dans leurs désirs. Elles sont humaines. Et l'humanité inclut des zones d'ombre, des impulsions archaïques, des conflits intérieurs, tout comme elle inclut la raison, la compassion et l'altruisme. Cette dissociation entre expression publique et réalité intérieure ne se limite pas à la sphère culturelle. Elle s'observe également dans les comportements, les choix relationnels et les dynamiques affectives. Les sciences sociales ont depuis longtemps montré que les individus n'agissent pas uniquement selon des principes rationnels ou idéologiques, mais aussi sous l'influence de structures psychologiques profondes, souvent inconscientes. Les femmes, comme tout groupe humain, ne font pas exception. Elles naviguent entre des injonctions sociales parfois contradictoires. Être autonome tout en restant désirable. Être affirmée sans être perçue comme menaçante. Rechercher l'égalité tout en conservant une dynamique émotionnelle stimulante dans leurs relations. Les recherches en psychologie évolutionniste, en sociologie du genre et en neurosciences affectives convergent sur un point essentiel. Les préférences déclarées ne coïncident pas toujours avec les réponses émotionnelles ou physiologiques réelles. Cette divergence ne doit pas être interprétée comme une tromperie consciente, mais comme le résultat de couches multiples de socialisation. Ce que l'on apprend à dire, à penser et à valoriser publiquement est souvent façonné par des normes culturelles, tandis que les réactions internes émergent de mécanismes plus anciens, parfois préverbaux, hérités de l'histoire biologique et symbolique de l'espèce humaine. Dans ce contexte, il est crucial de comprendre que le désir, au sens large, n'est pas un programme logique. Il répond à des signaux, à des symboles, à des dynamiques de tension et de relâchement, de sécurité et de risque perçus. Les études sur l'attachement montrent par exemple que certaines formes d'incertitude ou d'imprévisibilité peuvent intensifier l'investissement émotionnel, non parce qu'elles sont saines en elles-mêmes, mais parce qu'elles activent des systèmes neuronaux liés à l'anticipation et à la vigilance. Ainsi, ce qui est recherché consciemment, stabilité, sécurité, prévisibilité, peut coexister avec une attraction inconsciente pour des situations perçues comme plus intenses ou chargées émotionnellement. C'est précisément cette complexité que Machiavel avait pressentie lorsqu'il décrivait la nature humaine comme fondamentalement instable et jamais pleinement satisfaite. Selon lui, une fois un objectif atteint, le désir se déplace vers un autre. Cette observation, appliquée aux relations humaines, permet de comprendre pourquoi certaines dynamiques perdent de leur force une fois institutionnalisées. Ce n'est pas nécessairement l'échec de l'engagement, mais la transformation de la tension initiale en routine. Ce passage, inévitable dans toute relation durable, met en lumière la difficulté de concilier sécurité affective et stimulation émotionnelle. Dans l'imaginaire collectif, cette tension est souvent représentée à travers des figures archétypales, le héros dangereux, l'étranger, l'être marginal ou transgressif. Ces figures incarnent une forme de puissance non domestiquée, opposée à l'ordre social établi. Leur attrait réside moins dans ce qu'elles sont concrètement que dans ce qu'elles symbolisent. La liberté, l'intensité, la rupture avec la norme. Lorsqu'une femme ou tout individu se sent attiré par ce type de figure, il ne s'agit pas d'un désir de chaos ou de souffrance, mais d'une quête d'intensité psychologique, d'une expérience qui dépasse le cadre rationnel du quotidien. Il est important de souligner que cette attraction symbolique ne signifie pas un rejet des valeurs éthiques ou du respect mutuel. Au contraire, elle révèle souvent un besoin de vivre pleinement certaines dimensions émotionnelles dans un cadre sécurisé. Les fantasmes, les récits et les projections mentales jouent ici un rôle fondamental. Ils permettent d'explorer des possibilités sans les conséquences réelles. La psychologie contemporaine
reconnaît largement cette fonction régulatrice de l'imaginaire. Imaginer n'est pas vouloir agir, et fantasmer n'est pas transgresser. C'est un espace intermédiaire où l'individu peut expérimenter sans danger. Toute incompréhension de cette distinction mène à des interprétations extrêmes. D'un côté, certains nient totalement l'existence de ces dynamiques internes, au nom d'un discours idéologique rigide. De l'autre, certains les utilisent pour justifier des comportements inacceptables, en confondant symbolique et réel. Or, la maturité émotionnelle consiste précisément à reconnaître ses forces intérieures tout en maintenant des limites claires dans la réalité. La capacité à distinguer ce qui relève du désir imaginaire et ce qui relève de l'action concrète est un marqueur fondamental de l'intelligence psychologique. Dans les relations interpersonnelles, cette compréhension ouvre la voie à des échanges plus authentiques. Elle invite à écouter non seulement les mots, mais aussi les émotions, les hésitations, les contradictions. Elle incite à accepter que l'autre puisse ressentir plusieurs choses à la fois, parfois incompatibles en apparence. Cette acceptation ne signifie pas satisfaire tous les désirs implicites, mais reconnaître leur existence sans jugement. C'est dans cet espace de reconnaissance que se construit une intimité réelle, fondée non sur des rôles imposés, mais sur une compréhension mutuelle profonde. La difficulté, pour de nombreux individus, réside dans le fait que la société valorise fortement la cohérence externe. Dire une chose et en ressentir une autre est souvent perçu comme une faute morale, alors qu'il s'agit d'un phénomène humain universel. En refusant cette complexité, on crée des tensions internes, des frustrations relationnelles et des malentendus persistants. À l'inverse, une approche plus nuancée permet de désamorcer ces conflits en replaçant les comportements dans leur contexte psychologique et culturel. Ainsi, comprendre la dualité entre image sociale et réalité intérieure ne revient pas à réduire les femmes ou les hommes à des schémas simplistes. Il s'agit plutôt de reconnaître que l'être humain fonctionne sur plusieurs niveaux simultanément. L'erreur la plus courante consiste à croire que l'un de ces niveaux invalide les autres. En réalité, ils coexistent, s'influencent et parfois s'opposent. Les relations les plus équilibrées ne sont pas celles qui éliminent cette tension, mais celles qui apprennent à la gérer avec lucidité, respect et intelligence émotionnelle. Lorsque ces dynamiques sont ignorées ou volontairement niées, les conséquences s'étendent bien au-delà de la sphère privée. Elles influencent les politiques publiques, les relations professionnelles, l'éducation affective et les représentations collectives du genre. Une société qui ne laisse pas de place à la complexité intérieure reproduit des rôles figés et alimente des tensions invisibles. On demande aux femmes d'être cohérentes, transparentes, responsables de leurs choix, tout en les jugeant si ces choix s'éloignent du modèle dominant. Cette injonction à la perfection morale crée une pression constante qui pousse à l'autocensure, au refoulement et parfois à une rupture entre ce que l'on vit et ce que l'on ose exprimer. Il en va de même pour les hommes, qui ne sont pas épargnés par ces contradictions. Beaucoup peinent à comprendre ce que l'on attend réellement d'eux. Entre l'idéal du partenaire sensible, à l'écoute, égalitaire, et celui du leader affirmé, charismatique, stable, les signaux envoyés sont ambigus. Cette confusion n'est pas le fruit de la mauvaise foi féminine, mais la manifestation d'une société qui n'a pas encore trouvé un langage commun pour articuler désir, respect, liberté et sécurité. Il ne suffit pas de déconstruire les stéréotypes. Encore faut-il reconstruire des cadres de compréhension mutuelle adaptés à la réalité des émotions humaines. Dans cette perspective, la responsabilité des individus est double. D'une part, il faut développer une capacité d'écoute attentive, au-delà des discours, entendre ce que l'autre n'ose pas formuler, reconnaître la légitimité des zones de flou, accepter la pluralité des voix internes. D'autre part, il est essentiel d'apprendre à se connaître soi-même, à cartographier ses propres contradictions, à accueillir ses élans sans les laisser gouverner l'action. Cette double démarche, introspective et empathique, est le socle de toute relation humaine mature.
Les sciences humaines nous rappellent que la subjectivité n'est jamais unifiée. Elle est composée de couches, de voix, de mémoires affectives parfois contradictoires. Penser que les femmes, ou tout autre groupe, peuvent ou doivent être parfaitement alignés entre leurs pensées, leurs paroles et leurs actes, relève d'une illusion normative. L'humain est un être en tension, en mouvement, et cette tension n'est pas une erreur à corriger, mais une réalité à intégrer. C'est ici que la pensée de Machiavel peut être relue avec une nuance nouvelle. Loin d'être un promoteur du cynisme ou de la manipulation, il fut un analyste lucide des jeux de pouvoir et des apparences sociales. Sa maxime selon laquelle « il vaut mieux être craint qu'aimé si l'on ne peut être les deux » a souvent été mal comprise. Dans le contexte relationnel, elle n'appelle pas à la domination, mais à la reconnaissance des dynamiques de perception. Les émotions, les projections, les attentes créent un théâtre dans lequel chacun joue un rôle. Comprendre ces mécanismes, ce n'est pas les instrumentaliser, c'est apprendre à s'y mouvoir avec conscience. Dans les relations de couple, cette lucidité permet d'éviter deux pièges symétriques. Le premier consiste à prendre les paroles de l'autre comme une vérité figée, sans interroger les non-dits. Le second est de considérer que seules les réactions instinctives ont de la valeur, en négligeant les aspirations exprimées consciemment. Or, la vérité se trouve souvent à l'intersection des deux. Ce que l'on pense vouloir et ce que l'on ressent vraiment ne sont pas toujours opposés, mais ils dialoguent, se corrigent, s'enrichissent mutuellement, à condition de leur faire de la place. Il est donc urgent de réconcilier ces dimensions, de permettre aux femmes d'exprimer sans honte la complexité de leurs désirs, de permettre aux hommes d'entrer en relation sans jouer un rôle stéréotypé, de favoriser des espaces de dialogue où la vulnérabilité n'est pas un risque, mais une ressource. Et cela ne peut se faire sans un effort collectif pour redéfinir les langages de l'intimité, du respect et du pouvoir partagé. Loin d'être une menace pour les équilibres sociaux, cette exploration de la psyché humaine est un levier de transformation. Elle permet de dépasser les oppositions stériles entre biologie et culture, entre instinct et morale, entre force et douceur. Elle ouvre la voie à une éthique relationnelle fondée sur la reconnaissance des zones d'ombre, sur la confiance construite et sur l'intelligence émotionnelle comme compétence centrale. Car au fond, ce que recherchent la plupart des individus, c'est un espace où ils peuvent être pleinement eux-mêmes, sans masque, sans performance, sans peur du jugement. Un lieu où les paradoxes ne sont pas condamnés, mais accueillis, où l'on peut dire « je ne sais pas, je ressens cela mais je pense autre chose, je veux comprendre, pas contrôler ». Et ce lieu, aussi fragile soit-il, se construit à deux, dans la lenteur, la patience et la sincérité. En définitive, la vraie force d'une relation n'est pas dans l'absence de conflits ou de contradictions, mais dans la capacité à les traverser ensemble, sans fuir, sans imposer, sans trahir. C'est là que réside l'acte le plus subversif de tous, être réel dans un monde de masques. Et pour cela, il faut du courage, celui de regarder l'autre non pas tel qu'il prétend être, mais tel qu'il est quand il n'a plus rien à cacher.